j'invite les autres conférenciers de cette dernière séance alors, c'est le moment de leur poser quelques questions pendant cette dernière table ronde. Madame Galpin, Monsieur Niyokuru, Madame, bien sûr, Madame Augustinus et Monsieur Lemon, je vous en prie. Ça va? Installez-vous, j'enlève mes choses. Alors, encore des conférences encore aussi passionnantes. Je pense que le thème de cette dernière session, c'était vraiment l'amélioration de la qualité de la vie. Et on voit à quel point, dans la plupart peut-être des pays du Sud et dans certaines portions, bien sûr, des pays du Nord, les besoins d'arriver à une meilleure gestion foncière, à de meilleures infrastructures, est absolument essentiel pour améliorer la qualité de la vie, mais aussi réduire la pauvreté et protéger des écosystèmes très fragiles. Alors, comment mieux sensibiliser les géomètres et les professionnels en géomatique du Nord à toutes ces problématiques, surtout présentes dans le Sud? Alors, je reviens, vous disiez que vraiment tous ces métiers de la géomatique, de la géométrie étaient des métiers d'avant-garde, qui étaient vraiment une clé, l'une des solutions importantes. Alors, comment pensez-vous qu'il est possible de sensibiliser davantage les gens du Nord qui sont des professionnels de ces métiers-là pour qu'ils interviennent correctement dans le Sud ou qu'ils viennent en appui à tout ce qui se fait déjà dans le Sud? Grande question. Qui veut y aller? Oui. Monsieur Lemon? Non? Personne? Bah, si, on peut. Oui, allez-y, Madame Galpin. Merci. Comment sensibiliser les gens du Nord pour aller dans le Sud? Première chose, c'est de casser toutes ces barrières mentales et de se dire qu'on est dans face à d'autres cultures, à d'autres façons d'aborder les problèmes, que l'on a souvent 200 ou plus années derrière nous d'une évolution qui reste encore parfois à faire et qu'on a parfois légué à nos ex-colonies, qu'elles soient françaises ou anglaises ou même belges, des outils qui ne sont pas ou plus adaptés à ce qu'ils ont fait, avec des organisations non gouvernementales comme les organisations de l'administration sont des partenaires quand effectivement ils font du taillé sur mesure. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez des messages comme ceux-là à passer à tous ces gens qui sont là et qui sont pour beaucoup québécois ou canadiens? Madame Augustinus? Thank you. I myself, I'm from the south. And, from Kenya, eh? You're living and born there. I'm South African born, 300 years in Africa. And I can say that over the last 20 years, we've been working in land administration. People from the north who understand the south have made enormously important inputs into the design of land administration systems and the new thinking, working alongside people from the south and partnering with people from the south. So we see the future as being very much a shared future. Cher. Donc, une responsabilité partagée, mais une réelle participation avec tout le respect que cela impose. Monsieur Lemon? À la même grande question, alors. Yeah, I think when it is about awareness, I think people in the northern countries are not so happy with all the things which are ongoing on this planet. If you look to the, let's say, ecosystems and pollutions and so on. And what I see in northern countries is that people want to buy products which are, let's say, good products. And they want to buy products from companies which are good companies. And I think companies are very much aware of this, and they don't want to be on the BBC News because of land grabbing and that type of activities, because they are very much aware that people will be earlier or later informed on that and will not buy their products. So I think this type of awareness is already there in many of the northern countries. And finally, it is the consumers who will, let's say, set the rule. Ouais. Yeah. Donc la tendance va plutôt vers une collaboration correcte. Monsieur, oui?
je vois aussi la réponse à cette question à deux niveaux. Il suffit de voir la masse d'argent qui est investie souvent lorsque c'est trop tard pour les catastrophes. Oui. Et les situations d'urgence occasionnées par des situations qu'il était possible d'éviter. Moi, je me dis, même si on transférait juste une petite partie dans la construction des capacités au niveau local, dans le transfert des technologies, ça servirait mieux que les interventions post-catastrophe. On a parlé de cas de certaines situations assez inquiétantes. Demain, vous allez avoir à gérer les réfugiés climatiques. Hein. Certains pays sont menacés de disparaître comme les Maldives qu'on aime donner comme exemple. Et à notre niveau aussi, c'est aussi une façon de stimuler, de favoriser tout ce qui est circuit économique mondial. L'économie est interreliée et nous sommes tous conscients qu'une bonne administration foncière est une base importante à une bonne activité économique. Je pense qu'il y a aussi des intérêts. Une base même partagés. nécessaire, Voilà. pas uniquement importante. Je pense que tout ce que vous racontez prouve qu'il ne peut pas y avoir de développement économique réussi à long terme s'il n'y a pas cette saine gestion foncière. Monsieur, alors je vous invite à venir au micro. Je ne vais pas être la seule à parler dans ce cas-ci. Là, je prends trop de place. On va écouter Monsieur Paez. Ensuite, ce sera vous, Monsieur Roy, je crois. C'est bien ça? Monsieur Paez. Thank you. I think I want to go in the same line of Christian and really back up the idea that if in the 80s and 90s it was about having information, 20th century is about sharing it. And I think today, the same way we know what is the best restaurant in town, we know what is the recipe for the best creme brulee you can do and so on, because you just go online and get it. It's the same with information about land. So yes, I think it's very difficult for companies now to hide behind a wall or a barrier. There's a lot of information you share, these satellite images and so on, and you can do it. And I think for a lot of the people that have been able to interact in this conference, which has been fantastic, perhaps it might look a little bit foreign when we're talking because they're not always working in those key challenges that we have in Africa and in South America. However, there is multiple opportunities to learn in the local community about the things we're doing. And one of those is you can actually support sharing that information, support sharing what's going on, and support a lot of the developments of community empowerment. Merci. Merci. Monsieur, on écoute. Bonjour, Francis Roy, toujours. La session de ce matin me semblait apporter des propos beaucoup plus pessimistes sur la gestion foncière, des problèmes insolubles et avec peu d'espoir. Toutefois, cet après-midi, les conférenciers, je crois, apportent un message d'espoir et je vous écoutais parler, on a entendu plusieurs propos. Gabriel Arancibia, qui travaille dans des endroits très difficiles dans le monde. Avant d'être au Nigeria, il est en Afghanistan. Quand je te vois, tu es toujours souriant. Tu dis toujours que c'est pas si pire, que c'est un message d'espoir. Donc, quand vous entendez, si on avait plus de gens comme vous, je pense que le monde s'en porterait mieux. On a parlé de confiance cet après-midi, que la population doive développer une confiance envers les institutions foncières qui sont les leurs et non pas celles du gouvernement. En vous écoutant, ça me rappelle, on fait beaucoup de travaux sur l'histoire des institutions foncières au Québec qui se sont développées au milieu du 19e siècle. Et je suis sûr que les professionnels et les législateurs du milieu du 19e siècle au Québec auraient tenu les mêmes discours que vous. Ma question que je vous transmets, il semble que le géomètre et l'arpenteur géomètre soient formés pour être un expert scientifique de la mesure, de la représentation et de la cartographie, mais son véritable défi est de travailler avec des gens. Donc, est-ce que nous ne devrions pas être davantage formés pour être des intervenants sociaux pour développer cette confiance dans la population envers les instruments et les institutions que nous construisons tous les jours? Plus sensible aux dimensions humaines et sociales de vos interventions. En effet, de notre travail. De votre travail lui-même. Belle question. Monsieur Arancibia, on vient de vous rendre hommage, là. C'est certainement... Bon, merci beaucoup.
Oui, c'est vrai. Moi, je vois que notre expertise s'en va au-delà des mesurages, de la question scientifique, mais aussi au niveau légal. Et c'est là où on fait la mélange pour aller chercher les politiciens et convaincre les politiciens et les gens pour dire que c'est ça la façon de pouvoir créer des agences foncières qui vont avoir la confiance des gens. Alors, moi, je crois que c'est vrai, je m'en vais dans un endroit très difficile, mais j'ai toujours l'espoir parce que les gens que je travaille, soit au Nigeria, soit en Afghanistan, ou au Pakistan, ou dans un endroit difficile, en Indonésie, par exemple, et les gens ont aussi des réponses à notre question. Alors, c'est un travail en collaboration. Alors, notre expertise avec l'expertise des gens locaux, c'est un mélange qu'il faut pour aller chercher la confiance des politiciens et pour les montrer que ça, c'est la voie de pouvoir créer une économie que la Banque mondiale nous a dit. Une économie de base, c'est quand on sait qu'est-ce qu'on a sur la terre, comment est-ce qu'il est divisé, c'est qui est propriétaire et tout ça. Quand on a cette sécurité foncière et tout ça, et on peut parler d'avoir au-delà de là. Et l'autre question, excuse-moi, parce qu'on avait une question, comment convaincre notre professionnel du Nord. Moi, je suis du Nord à du Sud. Hein? Je suis né au Sud, mais je travaille au Nord. Et convaincre les professionnels d'ici pour aller au Sud, c'est vraiment une question de promouvoir la situation qui se trouve là-bas, mais collaborer avec les gens qui sont au Sud, qui ont des idées très précises de comment résoudre le problème, parce qu'ils connaissent plus que nous. Nous, on a passé déjà pour des étapes, comme Francis a dit, les étapes des agences foncières. Ce n'était pas au début tout clair et bien, mais ça passait à peu près 100 et quelques années pour qu'on ait des agences foncières solides. Oui. Et on essaye de faire ça dans quelques très court temps. Oui. Alors, c'est ça que je pense. Mais autrement dit, que vous y alliez en professionnel bien payé d'une entreprise du Nord ou en personne qui va y aller pour une ONG, par exemple, dans tous les cas, vous avez intérêt à écouter la population et à faire participer réellement la population, parce que les retombées, si je comprends bien, ne sont pas qu'économiques, il y a aussi un changement social. Exactement. Pour lequel vous allez travailler. Il y a un levier dans la gestion des terres qui amène des progrès sociaux importants, entre autres pour la situation des femmes. Je pense que ça, l'aspect du genre a été relevé dans quelques de vos interventions. Et je vais ajouter seulement une seule chose, c'est le fait que le ministre des Finances du Nigeria est venu ici aux États-Unis pour dire l'importance de la gestion foncière, c'est quelque chose. Alors, on voit les côtés économiques. On voit parce qu'elle nous avait dit qu'il faut faire 17 millions de maisons au Nigeria. Et alors, c'est la gestion foncière. Merci. On va entendre la question de monsieur, s'il vous plaît. Michel Godard, du groupe FIT, une compagnie qui travaille beaucoup en gestion des terres au niveau international, en Amérique du Sud, en Afrique. La question est pour Gabriel, qui était un de mes collègues pendant quelques années. Alors, au Nigeria, Gabriel, tu as dit que un des projets, c'est payé en autofinancé en 1 an, n'est-ce pas? Est-ce que donc le projet s'est autofinancé par la perception de taxes foncières? Est-ce que c'était le moyen d'autofinancer le projet? OK. Oui, merci. Bon, les projets étaient financés par l'État des plateaux dans ce cas-là, et dans le cas des Cross River. Alors, il y a une volonté politique de le faire. C'est par les ressources même de cet État-là qui ont financé là. Mais avec l'idée qu'il va y avoir des retombées, il va y avoir des
une augmentation assez importante de revenus. Et c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut achever. Il faut vraiment aller là-bas et pour pouvoir ramasser les revenus dans très court temps. Les revenus par la taxation ou oui, aussi par davantage pas pour la taxation, c'est pour les transferts des propriétés foncières, pour et le fait que seulement c'est enregistré jusqu'à maintenant 7 ou 10% de la terre, alors les gens ils commencent à avoir la confiance, ils commencent à revenir dans les agences foncières pour faire ça. Donc, il y a des volumes d'argent qui s'en viennent. Pour l'enregistrement. Très court. Okay. Et comment c'est reçu par la population? Et je pense que c'est bien reçu parce que d'abord, il ne faut pas attendre des années, parce que des fois c'est des années qu'il faut payer à des fonctionnaires quelque part. Donc maintenant, il ne faut pas payer. C'est déjà, les gens ils savent les montants qu'il faut payer pour faire une transaction. Alors tout c'est la transparence qui est le plus important. Merci. Merci. Transparence. Merci. Alors oui, madame, votre question, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Julia. Ma question c'est pour Monsieur Lehmann. Et la question, c'est spécifiquement, je pense qu'on est clair maintenant que le mesurage de la Terre, ce n'est pas un problème à ce moment-là, grâce à la technologie. On peut mesurer tout, et n'importe comment. On peut avoir d'excellentes précisions. On peut avoir toutes sortes de cartes. Mais je vois que dans le discours de toutes les institutions, soit au niveau international, local, même la FIA, la FIC, les mots propriété ont tendance à disparaître. On parle toujours de tenance, façon de tenir. Et moi, je voudrais savoir si cette réflexion envers la propriété peut avoir un développement assez fort que sur le mesurage, sur comment reconstruire les concepts de propriété, réflexionner au niveau de la propriété, parce que, par exemple, en parlant de Colombie spécifiquement et de la population autochtone, ils ont un concept qui diffère de la propriété privée, par exemple, que c'est les hommes qui appartiennent à la terre et pas la terre aux personnes. Comme pour les autochtones d'ici. Voilà, exact. Donc, ce concept de propriété, c'est un mot que je veux flou dans l'organisation générale du cadastre comme tel et dans la réflexion au niveau international. Merci. Alors, est-ce que ces perceptions culturelles qui peuvent varier du sens de la propriété, est-ce qu'on en tient compte dans les instruments qu'on développe, par exemple de fit for purpose modèle? Yeah, thank you for the question. This concept of property is indeed culture related, and you find different concepts in all over the world. So that can be freehold rights, it can be land use rights, it can be personal rights, it can be communal rights. I know in the Andes, in Bolivia, for example, there are communal rights, the big polygons, and individual land rights within that polygon are possible, but that depends on the legislation. Of course, if this possibility is there, or if it is accepted by the local community. From my perspective, it is important to recognize all different concepts and approaches, and to include all those options in the legal framework of a country. And one concept is not better than another concept. And I think it is possible to link land rights to polygons and to
to people, and that can be published to the world. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision d'une définition plus large, autrement dit modulée? Définition de la propriété même? Oui, monsieur? Moi, je pense qu'il s'agit d'un pas très très important, même au niveau de la conception de la notion de propriété. Elle est évolutive. Oui. Et à chaque fois qu'on planifie, qu'on met en œuvre des interventions, il est absolument indispensable de tenir en compte les différentes acceptions. Comment les gens perçoivent ça, comment les gens définissent cela, parce que ça a été au cœur de plusieurs conflits quand on a opposé la conception occidentale actuelle de la propriété à la conception africaine dans certaines sociétés de la propriété, qui est vue comme un bien commun, un bien de communauté, un bien de la famille, alors que ici c'est devenu une notion, juste une propriété avec un caractère privatif. Ce n'est pas le cas, mais tous ces droits-là ont besoin d'être sécurisés. Ça va? Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose? Oui, Madame Augustinus, oui. GLTN, Global Land Tool Network, has been doing a study in Mexico, as I said, of the ejido system, which is a registered right, but it's a form of a customary right, which is not considered to be private. So about 20 years ago, Mexico passed legislation to allow these ejido rights to become private rights in the private registry. So that already shows us that there are different understandings of property. In some views, property is defined as a registered right, but we automatically see that as private, whereas here in the ejido system in Mexico, we see a registered right which is not a private right. So yes, we need to expand the horizon of what we're working on, as you say, think forward. J'espère que ça répond tout ça à la question de Madame. Alors écoutez, on pourrait entendre deux dernières questions. Alors monsieur, est-ce que vous êtes monsieur l'Écossais? Écossais. I'm Mr. Death from Drones as well, yes. Map for Rights? My rights, all these things, yes. It's been very refreshing this afternoon to hear these great stories of innovation in creating land rights. And Clarissa talking about fit for purpose. My question is about scalability. If we look at the issue of scalability, there are a number of what I call gatekeepers who can stop us doing this. Primarily, maybe the rich and the elite who actually benefit from the chaos we have today and the current systems. But my real question is about this profession. Yeah, I'm a land professional, and I'm convinced this is the way forward. But I'm not sure that all my colleagues, maybe in this room and across the world, are fully convinced it's the way to go. So I see one of the major gatekeepers to be land professionals, geometicians, surveyors, call them what you like. How are we going to change their mindset to accept this quite radical change to their profession? Oui, Monsieur Paez. Well, I would like to mention that I really agree with the previous question. The lady said measuring land is very easy now. And I agree, measuring things is very easy now. No, it's not those days that you have to know exactly how to use a total station or not even a total station, theodolite and so on. Those days are gone. Today you can measure things very accurately with no much knowledge, no much technical knowledge, and get really good results. I get my students to do traverses, and they can do it with GPS and get 1 in 40,000 accuracy. So it's a different topic now, and I really agree with Robin in the sense that the profession needs to change really quickly. Otherwise, it will be left behind like it's happening in other areas. Let me give you a couple of examples really quickly. One is hotels. No, Airbnb. It's taking a really chunk of the market in hotels. By empowering citizens, and they can share their own house. I don't know if some of you have seen it, but I invite you to see it. It's called Airbnb.com, and you can rent your apartment for someone coming visit and so on. And that means it's the same for measuring land. It's the same for transferring, for renting, so on. Doesn't matter how much legislation we have and so on. We've seen stop
people trying to stop it, like the city of New York, but they fail. The second example is Uber, which is the transport system. I don't know how popular it is here in Canada. It is, yeah. Very popular. And it's the same. It doesn't matter how many taxi licenses you have or taxis you have on license and so on. This system just works. And you don't have to have a taxi license. You don't have to have a yellow car painted or a white car painted and so on. All those parallel systems. Exactly. So imagine it's the same for surveying. Surveying has to evolve, and land administration has to evolve at that speed. Otherwise, just empowering of the community will take over, and then we will have to be in a very uncomfortable situation that we're not at the moment, which is trying to catch up to developments by others. No? Mais si je reviens, merci beaucoup, M. Paez. Est-ce que quelqu'un aimerait réagir à la question de monsieur en disant comment change the mindset of people here? Oui? Est-ce que c'est possible, M. Lemon? Yeah, when it is about scalability, let's say, if you talk about 75% of the land rights which are not documented, then you talk about 75% of 6 billion people-to-land relationships. That is a rough estimation. So you can calculate how much time it would cost if you talk about 4.5 billion people-to-land relationship, and you take 1 hour for one spatial unit, and you have to finalize the whole thing, for example, in 5 years' time. Then you talk about millions of people who have to collect the data. So I think the profession can only be in support to that. We can organize this. We can bring the tools. We can. There is the Google Earth and the virtual Earth and so on and so on. We can bring the map my rights and so on. We can organize the whole thing, but we cannot do it ourselves. And today, surveying can be done by grassroots surveyors. So there will be a shift from measurement to modeling and management. From professionals to citizens, au fond. Yeah. If you like, yes. Voilà, un peu. Si vous permettez, on va entendre les dernières questions. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Bon, je voudrais remercier tous les intervenants. Bon, moi, je pose peut-être une question un peu que je considère une grande question. D'abord, on a vu à travers les 2 journées qui se sont découlées que un peu la maîtrise de l'information géospatiale, la gestion du foncier, l'arpentage, la géomatique, elles sont tellement indispensables au pays pour mieux gouverner. Elles sont indispensables aussi pour améliorer la qualité de la vie, peut-être réduire le coût de la vie, etc. Aujourd'hui, donc, nous voyons un peu si le côté technique. Le côté technique, et qui est d'un autre côté, on peut voir le côté politique. C'est les gens qui décident, les gens qui gouvernent. Maintenant, le problème que nous avons, c'est donc d'arriver à convaincre les politiques et les décideurs pour adopter donc, les approches initiées par les techniciens. Peut-être je me pose la question, combien de techniciens ici font de la politique? Ou devraient en faire. Je considère qu'ils sont minoritaires, parce que généralement les techniciens, c'est des gens qui travaillent, qui sont pragmatiques, cartésiens. Et moi je vais poser la question, mais le politicien, on dit toujours le politicien, quand il dit oui, c'est peut-être. Et quand il dit peut-être, c'est non. Et quand il dit non, c'est pas un politicien. Vous savez que le politicien, il vous dit toujours d'accord, je vais voir, je vais essayer, mais il oublie parce que d'abord, sa première préoccupation, c'est d'abord penser à un autre mandat, donc la masse électorale. Et donc, il a des priorités dans le temps et dans l'espace. Voilà. Moi, je suis politicien, je vous dis ça parce que par expérience, parce que il ne faut pas me croire. Parce que moi, j'ai une autre casquette, je suis député et je suis en même temps maire d'une commune. Et croyez-moi, c'est bien ça?
Oui, Vous êtes au Maroc? Oui, au Maroc, oui. Et la question que je me pose maintenant, c'est quelle est la solution miracle qui permet donc aux techniciens, donc si vous voulez, de convaincre davantage les politiciens. Convaincre, mais surtout... sans les soudoyer. Ouais. Non, je vais le dire en arabe, il va me la traduire. Pour dévaster ou quelque chose comme ça. Donc il faut que les techniciens soient dans les postes de décision parce que c'est eux qui comprennent. Ouais. Malheureusement, ils sont toujours dans l'ombre. Ouais. Et donc, donc, quelle est la solution miracle? Quelle est la solution? Écoutez, je reviens à monsieur, il y a déjà des éléments de réponse. Monsieur Aran-Sibia disait, le plus convaincant, c'est l'économie. On leur prouve qu'il y a de l'argent à faire, on les amène. Donc, et une autre chose, ça c'est une recommandation, toute innovation, toute solution, elle doit être globale pour un peu gérer les flux migratoires parce que si on développe, ça doit être vu au niveau national et international. Donc, lorsqu'il y a le flux migratoire qui va vers l'Europe, vers l'Amérique, alors il faut revoir un petit peu ce flux. Merci beaucoup, monsieur. Alors, qui veut réagir à cela? Alors, oui, monsieur. Et ensuite, madame Agos. Ce n'est pas pour une solution miracle, hein? Oui. Parce que je doute, il n'y en a pas. Mais dans mon expérience de plaidoyer, j'ai appris deux choses. Les politiciens sont les plus vulnérables plus que les citoyens ou les techniciens. Ah oui, pourquoi? Parfois, nous continuons à leur demander des choses comme s'ils étaient tout puissants, mais ils sont vulnérables à la peur de la réélection, comme il a dit. Ouais. Ils sont vulnérables à la crise de confiance de la part des citoyens. Ouais. Si bien que quand il arrive, il s'accroche pour dire « mais tiens, qu'est-ce que je ferais pour ne pas quitter ou pour ne pas quitter dans la catastrophe ?» Donc, c'est les gens qui ont peur de sauter dans le vide. Ça donne l'idée, ça c'est notre leçon, de dire le plaidoyer parfois, il faut le baser sur des initiatives qui marchent. Parce que nous avons tous la tendance d'aller dire aux politiciens, ça ne va pas, ça c'est grave. Quand tu lui dis que c'est grave, il ne va jamais s'engager. Parce qu'il a peur pour son avenir politique. Il est prêt à acheter des projets et pas des problèmes. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus se baser sur les petites solutions même quand c'est vraiment au niveau local pour lui dire, tiens, vous avez la possibilité de faire avancer quelque chose qui marche déjà. Parce que souvent, nous leur faisons peur. Ça peut être au niveau de l'économie, comme il a dit, ça peut être au niveau social pour lui dire, bon voilà, si on ajoute encore un peu, ta réélection est garantie, ton avenir politique est garanti. Les juristes le disent, pas d'intérêt, pas d'action. S'il n'y a pas son intérêt, il ne va pas agir. Merci. Merci, monsieur Nyon Kourou. Madame Agostino, s'il vous plaît. Thank you. You know, in the world that we work today, it's expected that people have to partner, organizations have to partner. And FIG leaders have been partnering in the Global Land Tool Network with international civil society organizations, both at the global level and at the country level. So it's the civil society organizations that are doing the politics. And for instance, they did the politics in Uganda, which enabled the technical pilot to happen and to be scaled into the municipality and then to national level. The technical people did their job and the civil society did the politics. Secondly, some of the things that I talked about today, people like myself who work in the United Nations, we are politicians, together with the member states, passed resolutions which supported alternative forms of land administration and valuation 4 or 5 years ago. So the political work is being done, but the technical work also has to be done. This group of people is in the critical path of delivery. If you stand outside, we can't do it. So let's get inside. Yeah. Thank you. Alors, une dernière question. Je vous demanderai d'être vraiment bref, monsieur, puisque le temps file. On devrait en fait déjà avoir terminé, mais comme vous êtes toujours là et toujours intéressé, je vous en prie. Merci. Jean Gagnon, avec le bureau de la direction de l'Apporteur général Canada. I've got a question.
what I've been hearing in the last few days, and I totally agree that land administration, real property, it's evolving, land tenure is evolving. We've got to include somehow or formalize somehow the land tenure that is not formalized and so forth. Monsieur Paez, when you made your presentation, you talked about your meeting with the chief. He owns this much, and this person farms the land. You no longer need it. Somebody else is going to do it. Where does it, like, from a point of view of protecting the rights of the individual and the rights of the society? So I'm with government. Where should government, what would be the key ingredients or elements that a government should pursue the formalization of those rights in a way that's going to protect at least transparency or access to the land as we move forward? Like, how do we protect also society as a large? Quand il semble y avoir conflit entre deux droits, peut-être. C'est un vieux problème éthique, au fond. Monsieur Baez. Yeah, well, it's a really interesting comment, and I think the biggest challenge is doing a hard juggling work by the politician, probably, understanding that the need of, the global need of development of the whole nation against the cultural resources and the people of a particular land. I did my studies in Australia, and I'm an Australian citizen, and I've seen a rapid change in the way they manage land with Aboriginals because of the big pressure of the mining companies. And I think if Australia, such an extraordinary cadastral system, has such a challenge to protect their people, the vulnerable people, it doesn't surprise me that it will be the same happen in other countries, including Colombia. So to answer your question, I think in that juggling, I don't think one is against the other. I think, first, if you understand what are the most vulnerable people you have, and in this case, definitely the Aboriginals in Colombia are the most vulnerable. They have the lower income, they have the most of the poverty, the basic needs are not met. Probably through good administration in a sustainable way of those resources, you can achieve both. You can allow those resources to benefit the whole of the country. But most importantly, which is not happening in Colombia, in many other countries, those resources are not benefiting those around it. Sadly, the states in Colombia where most mining resources are, is where the lowest population in terms of need of resources exist. In other words, the poor are close to the richest in terms of resources. And I think we need to balance that better, but if you think in both things and you recognize they're very vulnerable, a good balance should be struck. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous six. C'était vraiment très, très intéressant. C'est une très belle dernière session de ce Géocongrès 2014. Alors, Monsieur Paez, si vous voulez aller en politique, ne vous gênez pas. Vous seriez un très bon candidat. Alors, merci. On s'arrête là. On déborde déjà. Il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai pas mal d'invitations à vous faire.